Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Bonjour. 11 millions de Français ont voté RN aux dernières élections. Marine Le Pen ne cesse de le répéter, fière de cette percée historique pour son parti. Comment l'expliquer? Vous l'avez fait dans une étude que vous venez de publier avec l'Institut Theram. On va y revenir dans les détails. Mais d'abord, les mots du patron du Rassemblement national ce week-end, Jordan Bardella. 2024 aurait montré que le RN est aussi un vote de conviction. Notre mouvement est celui dont l'électorat affirme le plus avoir voté par adhésion. Mettre à l'écart des millions de Français dans une forme de discrimination autorisée n'est pas sain. Elle constitue une atteinte grave à la bonne santé démocratique du pays. Le RN, un vote de conviction, c'est ce que dit le patron du Rassemblement national. Il dit vrai ? Alors, c'est effectivement ce qu'on mesure dans différents sondages. C'est pas complètement nouveau. Ça fait un moment déjà que la protestation a muté en adhésion, en tout cas dans une part importante de l'électorat du Rassemblement national. Et à ce premier mouvement s'ajoute un deuxième mouvement que vous avez rappelé, c'est celui de l'élargissement de l'assiette et de l'audience de ce parti qui atteint aujourd'hui près de 11 millions d'électeurs. Aujourd'hui, voter RN en 2024 ne veut pas dire forcément vote de protestation, ne veut pas dire vote de colère, c'est aussi un vote d'adhésion, c'est ce que vous nous dites. Jordan Bardella, dans ce contexte-là, explique que du coup, le Front républicain, qu'on a vu se mettre en place pendant les législatives, est une forme de discrimination qui atteint la bonne santé démocratique du pays. Alors, de mon point de vue, il y a deux enseignements majeurs de ces élections législatives. C'est d'abord, effectivement, cette dynamique et cette montée des eaux bleues marines, donc la poursuite de la progression du Rassemblement national, ce que bien évidemment les leaders du RN soulignent à satiété, mais il s'est passé aussi quelque chose dans l'entre-deux tours. C'est la réactivation de manière massive du Front républicain avec une majorité absolue de Français qui continuent de refuser la perspective d'une victoire ou d'une accession au pouvoir de cette formation politique, bien qu'elle soit en dynamique. Et c'est l'entrechoquement de ces deux phénomènes majeurs qui aboutit à cette chambre improbable, comme on aurait dit jadis sous la Troisième République, avec un Front républicain qui a effectivement brouillé les cartes quelque part, puisque quand vous regardiez les résultats du premier tour dans toute une série de circonscriptions, le RN au premier tour était très loin devant, et matiquement dans un scrutin classique, la circonscription aurait dû tomber dans son escarcelle le dimanche d'après. Et donc là, c'est venu perturber ce schéma-là, mais donc c'est bien ce double phénomène qui existe aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un point là dans ce que vous venez de dire qui est important. Vous dites qu'il y a encore une majorité absolue de Français qui ne veulent pas du Rassemblement national au pouvoir. Et pourtant, le RN, parmi ses priorités, il place l'instauration de la proportionnelle pour les prochaines élections législatives. Alors que la proportionnelle, c'est à peu près l'assurance pour lui de ne pas avoir de majorité absolue. Comment vous l'expliquez ? Alors, il y a deux façons de l'expliquer. D'abord, le calcul qu'ils ont sans doute fait, c'est de se dire que si on était sur une proportionnelle intégrale, c'est-à-dire on prend les 577 sièges et on les distribue au prorata, eh bien, compte tenu de leur score au premier tour, ils auraient un nombre de députés aujourd'hui supérieur à ce qu'ils ont actuellement. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent pousser à cela, en disant certes, nous n'aurons pas la majorité absolue, mais nous serons de facto le premier groupe et nous encore serons plus en position de force qu'aujourd'hui. Et puis la deuxième raison qui peut sans doute présider au fait qu'ils poussent pour la proportionnelle, c'est que vous avez différentes sortes de proportionnelles. On peut avoir une proportionnelle qui est non intégrale, avec une majorité des sièges qui sont distribués à la proportionnelle, plus un quorum de sièges qui va être attribué au parti, une prime majoritaire. Et donc là, ça va être intéressant, politologiquement parlant, si jamais on débat à l'Assemblée d'un projet de loi sur l'instauration de la proportionnelle, de le voir dans quelle modalité celle-ci s'applique. Est-ce qu'on est sur des circonscriptions qui seront départementales, comme ça avait été le cas en 1986, quand le Front National de Jean-Marie Le Pen est arrivé à rentrer à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on sera sur des circonscriptions plus vastes? Est-ce qu'il y aura un seuil minimum en dessous de 5% des voix? Les partis qui ne font pas 5% des voix n'ont pas droit à des sièges. Et donc, en fonction de tous ces arbitrages, vous avez pour le même score, la même mise de départ, vous avez un nombre de sièges à l'arrivée qui va varier très fortement. En tout cas, aujourd'hui, sans la proportionnelle, Marine Le Pen et Jordan Bardella se sentent forts de leurs 11 millions d'électeurs. Et votre étude, avec l'Institut Theram, vise à comprendre le vote RN. Vous parlez de la géographie, parce que la géographie est un facteur important. Pourquoi ? Alors, pour deux raisons. La première, c'est quand vous regardez la carte
du vote pour le Rassemblement national, même si le niveau a monté, la géographie, la répartition par région est assez stable dans le temps, au moins depuis une vingtaine d'années. Et ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de comprendre pourquoi cette géographie. En l'espèce, pourquoi l'ouest de la France, pourquoi le sud-ouest de la France votait moins que la grande façade est du pays. Et donc on a essayé d'aller chercher des explications. Et la deuxième grande constante et qui se renforce dans le temps sur le plan géographique, c'est le fait que plus la taille de la commune en nombre d'habitants va être modeste, va être petite, plus le vote RN en moyenne nationale va être haut. Je vous donne juste un chiffre, jusqu'à 2000 habitants, en moyenne nationale, le vote RN a atteint 40% dans ces communes de moins de 2000 habitants, contre 17 ou 18% dans les plus grandes communes françaises. Et donc, on va essayer de comprendre à quoi renvoie cette dichotomie entre une France des petites communes et la France des grandes métropoles. Alors justement, pourquoi est-ce qu'il y a cette dichotomie, comme vous dites, ce tel écart entre les grandes métropoles et puis cette France qu'on a parfois dit périphérique ? Alors, il y a toute une série de raisons derrière tout cela. Ce qu'on a essayé de diagnostiquer ou de mettre sur le papier, tourne autour de ce qui se passe sur le marché immobilier, avec, et donc bien évidemment c'est lié à la géographie, ce qu'on a appelé un capital résidentiel. Le capital résidentiel, c'est la valeur de l'endroit où vous résidez, que vous soyez locataire ou propriétaire. Là, le prix au mètre carré, tout simplement. Voilà, et donc il y a la main invisible du marché qui passe par là, c'est le prix au mètre carré. Et donc, vous savez qu'un marché de l'immobilier, en général, on raisonne en termes de bassin de vie, et on voit que si on regarde bassin de vie par bassin de vie, bien évidemment, on aura des anomalies, mais en général, ce sont les endroits les moins désirables où le vote RN va être le plus important. Il y a une corrélation entre le prix au mètre carré de l'immobilier et le vote RN. Qui marche assez bien. Et tout ça, on peut le décliner à de nombreuses échelles. Donc on l'a fait sur les grandes et les petites communes. Et donc il y a une autre variable qui se cache derrière, c'est par exemple la distance à laquelle vous résidez d'une grande métropole. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, le prix du logement ou de la désirabilité du lieu où vous habitez est plus ou moins élevé, mais aussi le degré de votre dépendance à la voiture va être plus ou moins forte. Et il ne vous a pas échappé, comme par hasard, que Jordan Bardella et les principaux responsables du Rassemblement national placent la question de la voiture et de la mobilité au cœur de leur discours. C'était le cas au moment des européennes. Le prix des carburants, le passage à la voiture électrique. Et ils s'adressent à ce que nous on appelle le peuple de la route, c'est-à-dire ces gens qui, 2/3 des Français, sont dépendants de la voiture au quotidien. Vous appelez ça le peuple de la route. Marine Le Pen, elle appelle ces Français qui habitent dans les zones rurales les oubliés de la France. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle fait campagne là-dessus et ça marche. Oui, alors c'est une autre notion qu'on a essayé de mettre en avant, qui est celle de l'empathie de point de vue. C'est-à-dire que des électeurs aujourd'hui, qui ne sont pas forcément aussi politisés qu'ils l'étaient hier, eh bien pour se fixer politiquement, ils vont regarder le diagnostic qui va être porté par un parti politique ou par un candidat sur l'état du pays. On va regarder les exemples qu'il convoque. On va s'intéresser aux thèmes qui sont mis en avant. Et si l'électeur détecte que la vision du monde ou la vision de la société qui est portée par le parti politique correspond à ce que lui voit de sa fenêtre, alors cette bataille est en partie gagnée. Il y a cette empathie de point de vue qui s'opère. Et donc là, dans ce cas précis, des personnes qui habitent dans les milieux ruraux, c'est « j'ai plus de services publics autour de moi, le pouvoir est lointain, on m'augmente les taxes ». Et c'est typiquement le discours tenu par Marine Le Pen et ses élus. Exactement, le prix des carburants, le passage obligatoire à la voiture électrique en 2035, jouer aussi sur cette opposition entre la France des métropoles qui serait ouverte sur la mondialisation, où on aurait un brassage de population important, une ouverture culturelle, et une France plus des marges qui, elle, ne se retrouverait pas dans ce modèle. Regardez aussi le choix qui est fait des lieux où on va faire campagne. Régulièrement, le Rassemblement national ne convoque pas ses militants dans des grands zéniths régionaux, mais il va visiter une exploitation agricole. On va se retrouver dans un gymnase d'une petite ville, autant de déplacements que vous avez déjà couverts. C'est intéressant, Jérôme Fourquet, parce que symétriquement, ça rejoint un débat d'ailleurs qui fait rage en ce moment à gauche, à LFI, avec François Ruffin, qui dit, nous, la France que vous nous décrivez depuis tout à l'heure, qui est celle à laquelle s'adresse Marine Le Pen depuis une vingtaine d'années, nous, dit François Ruffin, on ne lui parle plus. Alors, c'est effectivement, et c'est pas un hasard que ce soit François Ruffin qui porte ce diagnostic, puisqu'il est élu
de manière très singulière par rapport aux autres élus de la France Insoumise, dans une circonscription, dans la Somme, qui est composée pour l'essentiel de territoires qu'on peut qualifier de périphériques. Il est une exception à la France Insoumise. La plupart des députés de la France Insoumise sont élus soit dans des circonscriptions de banlieue, à Paris ou en province, soit dans le cœur des grandes métropoles, typiquement dans l'Est parisien. Et on le sait en sciences politiques, en gros, à un moment ou un autre, de manière consciente ou non, vous allez porter le discours de votre territoire, de votre électorat. Et donc François Ruffin est dans une circonscription qui est très bigarrée, puisqu'il a à la fois les quartiers nord d'Amiens, qui s'apparentent à des quartiers populaires, à des cités de banlieue, et puis la majeure partie de sa circonscription est dans la ruralité ou dans la France périurbaine. Et lui voit bien que les aspirations de ses électeurs, la composition démographique de ces territoires n'est pas la même et qu'il ne peut pas tenir les mêmes discours. Et ce qu'il reproche à la France Insoumise, c'est d'avoir fait la part du feu et en disant on met le paquet sur la France des quartiers, la France des tours, comme dirait François Ruffin, et on laisse au Rassemblement national, parce qu'il n'y a rien à attendre de cette France-là, la France des bourgs, pour reprendre... Lui, il appelle ça la France des clochers, d'ailleurs. Il dit qu'il faut réconcilier la France des clochers et la France des quartiers. Est-ce qu'il rêve, d'ailleurs? Est-ce que c'est possible de s'adresser en même temps à ces deux électorats? Alors, ça va prendre du temps pour la gauche, puisque ça fait 20 ans maintenant que cet espace a été laissé vacant. Encore une fois, regardez où sont élus les candidats du Rassemblement national. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, Monsieur Tanguy dans la Somme, Monsieur Jacobelli en Moselle. Les endroits où vous faites campagne, les lieux où vous décidez d'implanter vos leaders, tout ça permet au Rassemblement national de créer cette empathie de point de vue, cette proximité avec ses électeurs. Je cite dans la note les propos que Raphaël Glucksmann rappelle régulièrement quand il avait échangé avec une électrice du Rassemblement national de Calais. Et il voulait comprendre les raisons de son vote pour le Rassemblement national. Et lui disait, mais écoutez, monsieur Glucksmann, Marine Le Pen, c'est la seule qui... Alors, elle disait même Marine. C'est la seule qui n'a pas honte de nous sur la photo. Et donc, réussir à recréer cette proximité avec cette France-là, c'est le préalable pour essayer de la réconcilier. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Des électeurs, des candidats de gauche, je pense notamment à monsieur Branco, qui est un élu socialiste du Lot, expliquait bien que des slogans comme « la police tue » est complètement rédhibitoire dans ces types de territoires. Mais LFI n'en a cure parce qu'ils ont décidé, et ça a été rapporté dans des propos enregistrés lors de la marche d'il y a une dizaine de jours, des propos de Jean-Luc Mélenchon, qu'il fallait se concentrer sur la jeunesse et la France des banlieues et de faire quelque part l'impasse. Comme vous dites, la part du feu, oui. La bascule dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, elle s'est opérée en 2012. Quand il s'était présenté face à Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, il avait été durement battu. Oui. Et en 2017, il décide de se présenter dans une circonscription marseillaise. Et c'est de là dont date la bascule stratégique. On va continuer de parler de cette étude passionnante sur le vote Rassemblement national, mais aussi sur le vote des Français avec vous, Jérôme Fourquet. On vous retrouve juste après le Fil Info. Il est 8h46, Maureen Suignard. Dominique Pellicot est atteint d'une infection au rein. Son avocate l'affirme sur France Info et indique qu'il ne pourra pas être présent à l'audience ce matin. Le président de la Cour peut de nouveau décider de suspendre le procès ou de le reporter. Dominique Pellicot est accusé d'avoir drogué sa femme pendant plus de 10 ans pour que des inconnus puissent la violer. Un homme caché dans un buisson avec une arme tout près du golf où jouait Donald Trump. Le FBI enquête sur une tentative d'assassinat présumée, et cela à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Un suspect a été arrêté. Les médias américains affirment que l'homme est un Américain qui milite pour l'Ukraine. À partir d'aujourd'hui et pour les 6 prochains mois, l'Allemagne renforce ses contrôles aux frontières. Le gouvernement dit le faire pour des raisons de sécurité, pour faire face au terrorisme islamiste et pour limiter l'immigration irrégulière. Une décision qui divise les pays de l'Union européenne. Il a passé 7 ans dans les rangs du PSG et va vraisemblablement rejoindre l'OM. L'international Adrien Rabiot en passe de devenir Marseillais. Il passe une visite médicale tout à l'heure. Gros coup pour l'OM qui s'offre l'ancien de la Juventus Turin. France Info. Le 8-30 France Info. Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Jérôme Fourquet, vous venez de publier avec l'Institut Terram une étude qui décrypte le vote RN, la géographie, la sociologie. Et justement, le RN se revendique premier parti des jeunes. Est-ce que c'est vrai ? Alors,
aux dernières législatives, ils ont effectivement fait un score très, très important. N'oublions pas néanmoins que les jeunes se caractérisent aussi par une plus faible participation électorale. Et puis quand on regarde dans le détail, là encore, on va voir qu'il y a des jeunesses. On va voir la jeunesse des centres-villes, la jeunesse étudiante qui se reconnaît plutôt, je caricature et je simplifie, dans les composantes de la France insoumise, une jeunesse des banlieues aussi, des quartiers populaires qui, quand elle vote, va plutôt préférentiellement voter là aussi pour la France insoumise. Et puis une France, une jeunesse justement de cette ville, de cette France de province, des villes petites et moyennes, une France aussi, une jeunesse aussi qui ne fait pas forcément d'études longues. Et donc rappelez-vous, Jordan Bardella... Moins on est diplômé, plus on vote pour le Rassemblement national. Et rappelez-vous, au moment de la réforme des retraites, Jordan Bardella parlait souvent de cette France des BTS, cette France des Bac plus 2. Et donc, là aussi, entre la jeunesse qui va faire Erasmus, qui va partir en année de césure, qui va découvrir le vaste monde, et puis une jeunesse qu'on avait retrouvée sur les ronds-points, il y avait pas mal de jeunes actifs, eh bien, c'est des mondes très très différents qui se dessinent. On vous écoute et on se rend compte que les Français qui votent Rassemblement National vivent particulièrement dans les milieux ruraux, petites villes. Juste un chiffre sur les 10,5 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement National ou les alliés ciotistes, 70% habitent dans des communes de moins de 10 000 habitants. 70% des voix proviennent de la France à moins de 10 000 habitants. Donc ce sont des Français qui vivent reculés des grandes villes, qui ont accès à la télévision, qui ont accès aux médias. Et on se rappelle d'une séquence dans Envoyé spécial, l'émission sur France 2, de 2 électeurs du Rassemblement National de Montargis. Ils insultaient leur voisine noire et ils expliquaient avoir conscience de ce qui se passait en France. Je vois à la télé comment ça se passe, disait le militant RN. Est-ce que pour vous, les médias encouragent le vote Rassemblement National aujourd'hui en France ? Alors, je pense que vous allez avoir un électeur va avoir une préférence pour tel ou tel type de médias en fonction, là encore, de l'empathie de point de vue. C'est-à-dire que vous allez chercher, le cerveau humain est ainsi fait, un biais de confirmation. Vous allez chercher dans un média celui qui va vous présenter la France ou l'évolution du monde qui correspond à ce que vous pensez d'abord. Vous pensez d'abord. Et en général, ça vient renforcer ce phénomène. Alors ça permet justement aussi d'éclairer un paradoxe, puisque certaines études ont montré que si on analyse les choses au niveau communal, on a une absence de corrélation entre population issue de l'immigration et vote pour le Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national peut faire des scores très élevés dans des communes où il y a quasiment personne qui est issu de l'immigration. Comment vous l'expliquez ? Et donc on peut dire, mais là, donc on voit bien que c'est pas l'immigration qui joue. Et donc quand vous faites un peu d'enquête de terrain, beaucoup de ces électeurs vous disent, eh bien c'est justement parce qu'on veut pas qu'il y en ait que nous votons pour le Rassemblement national. Parce que nous, on voit ce qui se passe dans le quartier de la grande ville dans laquelle on va scolariser nos enfants ou dans laquelle on est amené à aller faire nos courses le samedi, par exemple. Donc, vous voyez que cette géographie, c'est une géographie qui est aussi vécue. Regardez ce qui s'était passé au moment du drame de Crépol, où il y avait justement ces 2 jeunesses qui s'étaient affrontées, qui vivaient chacun dans leur territoire, le quartier de la Monnaie pour une partie, et puis ces villages autour de Romans-sur-Isère. Mais il y avait des zones où ils vont se rencontrer, se côtoyer, par exemple ce bal de village, ou par exemple le lycée, dans lequel tout le monde va être scolarisé. Et si vous raisonnez à l'échelle de la commune, ces interactions vous échappent. Juste d'un mot, parce qu'il faut aussi qu'on balaye nous devant notre porte. Les électeurs du Rassemblement national ne se reconnaissent pas dans le portrait que les médias, les médias font de leur pays. Alors, le diagnostic qui est porté sur l'état du pays, les problèmes qui vont être traités en priorité dans le journal, les angles qui vont être abordés, les exemples, les figures qui vont être convoquées, eh bien, vont faire en sorte que cette empathie de point de vue va se mettre en place, ou au contraire, l'électeur et le spectateur ou l'auditeur va zapper en disant mais décidément... Mais est-ce qu'il y a de l'influence ? C'est ça la question de fond, parce qu'on se demande effectivement si tel ou tel programme ne parle que d'immigration ou de délinquance à longueur de journée. Est-ce qu'il y a un pouvoir d'influence sur les téléspectateurs ? Alors ça peut conforter, mais on n'oblige personne à regarder tel ou tel programme. On peut zapper. Et donc on peut zapper. Donc l'auditeur, le téléspectateur est souverain, et s'il décide
d'écouter tel ou tel programme, c'est quelque part, il y trouve un intérêt, il y trouve une confirmation. Donc ce qui a sans doute changé par rapport à il y a 15 ou 20 ans dans le paysage médiatique, c'est que on a aujourd'hui une offre médiatique qui va correspondre à cette vision du monde, alors qu'avant, elle était moins visible. Mais c'est pas l'offre médiatique qui a fait exister ce courant de pensée, quelque part. Alors, sur l'un des sujets dont on a beaucoup parlé ce week-end, et si on élargit à l'ensemble des Français, est-ce qu'on a une idée de la perception que les Français ont des drames de l'immigration comme celui de la nuit de samedi à dimanche à Ambleteuse, qui a fait 8 morts? Alors, on a effectivement pas mal d'enquêtes qui montrent que la société française va être coupée en deux sur ce sujet. On avait pas mal sondé les Français, notamment à propos des drames qui intervenaient non pas dans la Manche, mais en Méditerranée. Au lendemain des printemps arabes et la grande crise autour des années 2015. Oui. Ouais, 2015. Et donc on avait à peu près un Français sur deux qui répondait positivement à la question: est-ce que la France doit accueillir, comme les autres pays européens, toute une partie de ces migrants? Et l'autre moitié qui disait non, on a déjà beaucoup à faire avec les problèmes qui sont les nôtres. Donc on va avoir une émotion qui va s'exprimer à l'occasion de ces différents drames. On se souvient notamment des photos du petit Elan, qui avait beaucoup marqué les Français. Mais on a aussi toute une partie de la population qui constate aujourd'hui que l'intégration pose des problèmes majeurs. Et puis, si on revient sur le cas de la Manche, vous voyez comment Calais, qui est un point de fixation depuis longtemps de cette crise migratoire, est un endroit où le Rassemblement national est très élevé et que ce Rassemblement national a prospéré aussi sur tout le littoral où ces questions se posent. Donc on a une société française qui est très divisée sur la question. Donc c'est compliqué de dire est-ce que les Français, ça dépend desquels on parle. Jérôme Fourquet, il y en a un qui parle beaucoup d'immigration à chaque prise de parole depuis qu'il a été nommé. C'est le nouveau Premier ministre Michel Barnier. Michel Barnier, issu du parti Les Républicains, et il est donc le nouveau Premier ministre. Est-ce qu'on a déjà eu en France un chef de gouvernement à ce point minoritaire ? Alors c'est effectivement une situation qui est totalement hors norme. Rappelons que les Républicains, le parti Les Républicains, contrôle 47 sièges à l'Assemblée nationale. Donc on parle d'une cohabitation, etc. C'est plutôt une coalition avec le parti présidentiel, et une coalition très particulière puisque le locataire de Matignon est issu du membre junior, si je puis dire, de cette coalition. Donc c'est quelque chose de totalement inédit, qui institutionnellement va poser problème, puisque étant très largement minoritaire, il doit à la fois il va devoir négocier des compromis en permanence. Avec tout le monde ? Dans son bloc à lui, déjà. Premièrement, et s'attirer la neutralité des oppositions, notamment celle du Rassemblement national, d'où les propos sur l'immigration. Ça veut dire que ça ne peut pas tenir ? Ça va être très compliqué. Parce que quand le Rassemblement national, par exemple, fait le pari ouvertement ce week-end d'une date de péremption et d'une nouvelle élection dans 10 mois maintenant, puisque c'est début juillet prochain, là, le président pourra de nouveau dissoudre l'Assemblée. C'est une hypothèse réaliste ? Alors, on souligne à juste titre les grands talents de négociateur de Michel Barnier. Il va lui falloir beaucoup d'expérience en la matière, parce que, encore une fois, c'est la mathématique qui dirige, et avec les chiffres qui sont sortis des urnes au soir du deuxième tour, on ne voit pas comment un scénario durable peut se mettre en place. À gauche, on parle de déni démocratique avec la nomination de Michel Barnier. Que disent les Français là-dessus ? Alors là aussi, les Français sont très divisés. Les Français de gauche ont le sentiment qu'effectivement, on est dans un déni démocratique depuis la nomination de Michel Barnier. L'électorat Rassemblement national, lui, depuis le soir du deuxième tour, estime qu'on lui a volé sa victoire. Et puis il reste le troisième petit tiers, de droite ou du camp présidentiel, qui estime que c'est moindre mal, qu'on a sauvé les meubles. Il ne faut pas non plus sous-estimer la lassitude de nos concitoyens qui ont beaucoup apprécié la parenthèse estivale des Jeux Olympiques à la sortie d'une séquence électorale particulièrement rude. Et même si des électeurs peuvent estimer que le choix qui a été fait n'est pas forcément le bon, il y a au moins une vertu, c'est qu'on sort quelque part de cette instabilité, de cette crise. Ils sont prêts à lui laisser sa chance.
Alors, les sondages montrent qu'on a 50% de Français qui se disent satisfaits de la nomination de Michel Barnier. Alors, c'est essentiellement des gens de droite et du camp macroniste, mais on a aussi des minorités, à gauche ou au Rassemblement national, qui se disent au moins il y a quelqu'un, ça ne pouvait plus durer comme ça. Mais encore une fois, le plus dur est devant nous, et le plus dur est devant lui. C'est-à-dire qu'on voit le temps qui est pris pour composer ce gouvernement, et puis tout de suite après, il y aura l'épreuve du budget. Et rappelons-nous, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre, parce qu'il estimait qu'avec 240 députés macronistes et 65 députés LR, l'adoption du budget serait compliquée. Et donc aujourd'hui, on est avec beaucoup moins que cela. Et donc, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Je renvoie donc à cette étude Comprendre le vote RN, notamment sa géographie, que vous publiez avec l'Institut Terram. Merci d'avoir été l'invité du 8-30 France.